tous. Donc, ça nous fait effectivement très plaisir de vous savoir en ligne aujourd'hui. On aurait beaucoup aimé pouvoir vous saluer en personne, mais tout de même, on vous remercie. Vous nous permettez de porter des vêtements chics et, et on est très heureux de vous savoir présent virtuellement. Alors, oui, Dominique, Olivier et moi, on va vous entretenir sur les carve-out transactions. Et la raison pourquoi c'est nous qui allons faire cette présentation, c'est qu'on a eu la chance dans les 3-4 dernières années de travailler sur plusieurs carve-out, tant du côté acheteur que du côté vendeur, et tant, en fait, pour des joueurs stratégiques que des joueurs en private equity. Carve-out transactions are transactions that present unique challenges, but also unique opportunities. And we believe that in the current market conditions, there's a high likelihood that a lot of companies will take a hard look at their business and want to adjust their strategic focus, streamline their operation, and perhaps find ways to increase cash. And as such, we believe that there will be a continued increase in so-called carve-out transactions. With that in mind, we thought that based on our experience of the last few years, we would take a few minutes to share some of our lessons learned with you to make sure that whenever you embark on those types of transactions, it is as seamless, as a painless process as possible. So on that, I'll turn it to you, Olivier. Bon, bonjour tout le monde. Nous allons débuter la présentation en settant un peu les bases du sujet en tant que tel. Donc, c'est qu'est-ce qui constitue un carve-out? Un carve-out, on entend souvent par un carve-out, ça implique la vente soit d'une unité d'affaires, d'un brand ou d'une division d'une compagnie qui est au moins partiellement intégrée dans l'entreprise qui va demeurer avec le vendeur. Le carve-out, c'est un proche cousin de ce qu'on appelle aussi souvent, de ce qu'on appelle les spin-offs. De la manière dont nous, on le différencie, c'est différencié dans la littérature, c'est que souvent, le carve-out en tant que tel va encore être un peu intégré, tandis que le spin-off, en général, il y a un travail qui est fait à l'avance pour essayer de faire, dans le fond, le carve-out avant que la compagnie soit vendue, vraiment pour que l'entité d'affaires soit dans une nouvelle compagnie qui est par la suite soit par un processus d'IPO ou par un processus de vente vendu. On a vu récemment des processus qui ont débuté comme des dual track process dans lesquels la compagnie imaginait possiblement faire un spin-off et un carve-out. Et pour une question d'évaluation, les transactions prennent soit un chemin ou l'autre au fur et à mesure que le processus avance. Prochaine slide. Enfin, la prochaine slide commençait avec une citation de Jack Welch qui est « Fix it, close it or sell it ». C'était un leitmotiv pour lui qu'il utilisait quand il était chez GE pour convaincre ses collègues que dans la mesure où il n'était pas capable d'être le meilleur dans une ligne particulière d'affaires, il devait soit réparer la ligne d'affaires, soit la fermer ou soit la vendre. Donc, vous allez voir là, au fur et à mesure de la présentation, on va expliquer qu'il y a certaines particularités, certaines difficultés qui sont intrinsèques à l'exécution d'un carve-out. Puis la majorité de ça provient du fait que la relation entre le vendeur et l'acheteur va se prolonger dans le temps, contrairement à d'autres types de transactions de M&A où la coupure va être un petit peu plus franche lors de la clôture. Donc, ça implique beaucoup de négociations de contrats qui vont survivre après la clôture. C'est un peu surprenant quand on prend pour l'exécution d'un carve-out transaction est beaucoup plus compliqué qu'un deal M&A habituel, mais c'est pas en corollaire avec ce qu'on voit présentement dans le marché parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus ce type de transactions-là qui sont examinées et qui sont conclues. Donc, on peut se demander pourquoi. Je pense que la raison principale, c'est que les gens cherchent à se départir d'actifs qui ne sont pas core ou qui sont pas ou qui pensent qu'ils sont sous-performants. C'est des actifs qu'après un processus de révision interne, la compagnie se rend compte qu'il n'est peut-être pas le meilleur opérateur. On dit souvent qu'un carve-out, c'est comme une manière de prendre une ligne d'affaires dans laquelle on est moins bon et de la tourner en liquidité et qu'on ne peut pas par la suite pouvoir utiliser ces liquidités-là pour investir comme dans le business qui est plus core pour le vendeur ou faire de la recherche, déleverager, retourner de l'argent aux actionnaires. On voit de plus en plus des acheteurs de private equity se lancer dans le carve-out.
Les stratégiques sont un petit peu moins intéressés, évidemment, comme la tendance est plutôt à essayer de vendre des actifs pour essayer de se concentrer sur le business qui est plus core. Donc, il y a des fonds plus particuliers qui sont intéressés et qui se promènent dans le marché pour pouvoir acheter des actifs qui sont souvent un petit peu moins chers que le serait une business stand-alone, étant donné la difficulté d'exécution de la transaction, aussi le fait que c'est parfois plus difficile à évaluer. Ben, c'est évidemment plus difficile à évaluer qu'une business pourrait l'être dans la mesure où elle est complètement séparée de l'entreprise du vendeur. Il y a un autre phénomène aussi qu'on voit qui génère beaucoup de travail pour tout ce qui est carve-out, c'est évidemment le domaine réglementaire. Là, soit les parties vont soit être proactifs ou réactifs là, à des demandes du gouvernement qui vont procéder avec une transaction de M&A de très grande ampleur. Ils vont par la suite avoir à se départir de certains actifs pour satisfaire les critères réglementaires. Donc, on arrive dans le deuxième sujet. On pense qu'une des bonnes manières de préparer, c'était une autre citation, je suis content que le PowerPoint soit revenu, c'est une citation cette fois-ci du général Patton qui disait « A pint of sweat will save a gallon of blood ». Dans l'expérience qu'on a au bureau, c'est vraiment vrai parce que on pense que c'est planifier une transaction de carve-out, c'est quelque chose qui devrait se faire sans être de si longue haleine que ça. Ça devrait être fait quand même un peu plus méticuleusement qu'une transaction d'M&A pure et simple. Nous, ce qu'on pense qui peut être idéal pour le client, donc pour vous, c'est vraiment, avant de reach out aux aviseurs externes, de construire une internal deal team, un peu comme nous, on va faire une fois que vous allez nous appeler, c'est vraiment de mettre ensemble une équipe, la plupart du temps qui va être prise en charge par quelqu'un de la fonction M&A ou de la fonction du GC ou quelqu'un avec une expérience plus légale, puis à laquelle va se greffer les SMI qu'on appelle les Subject Matter Experts, donc des gens qui ont l'expertise qui va évidemment va être différente selon les industries dans lesquelles le vendeur va opérer. Puis une fois que cette équipe-là est bâtie, il y a du travail qui peut être fait en amont avant que les aviseurs arrivent pour permettre une exécution un petit peu plus souple, un petit peu plus facile, un petit peu plus souple une fois qu'on va décider d'aller en processus de vente. On peut penser, par exemple, à faire le tour des contrats les plus importants de la compagnie pour voir s'il y a des restrictions sur les changements de contrôle, sur les cessions. On peut penser à commencer à voir c'est quoi les interdépendances qui sont entre l'unité qu'on veut vendre et le reste de la compagnie du vendeur. On peut également penser à demander aux subject matter experts, selon toi, est-ce qu'il pourrait y avoir des red flags dans cette transaction-là? Est-ce qu'il y a des permis, par exemple, qui vont être difficiles à transférer? Est-ce qu'on a des problèmes environnementaux? Est-ce qu'on a des litiges? Donc, c'est le genre de choses qui peuvent déjà être faites en amont, qui vont faciliter après ça une fois qu'on va lancer la transaction. Évidemment, ça permet aussi comme je l'ai dit plus tôt, ça permet aussi d'établir un lien de confiance entre le vendeur et l'acheteur, puis ça va être primordial parce que la période de séparation va être plus longue. Donc, c'est important qu'on soit capable d'être franc, d'arriver, de pouvoir mettre sur la table les enjeux qu'on a identifiés plutôt que d'être réactif à des découvertes qui vont être faites dans le cadre du processus de vérification diligente de l'acheteur. Ça permet aussi de pouvoir stager la divulgation des différents enjeux et tout, et s'assurer qu'on va tenter le plus possible de limiter le retrading sur la valeur au fur et à mesure que la transaction avance. Donc, c'est plus les considérations que je viens de décrire, c'est vraiment plus des considérations pour évidemment le côté de l'acheteur, le côté du vendeur. Donc, pour le côté de l'acheteur, selon nous, ce qui est le plus important, c'est en plus d'être un expert évidemment dans le domaine, là, pour comprendre un peu ce dont on parle, c'est déjà de commencer, avant de commencer à se lancer dans le processus, à voir ça va être quoi le processus de PMI qu'on appelle le Post-Merger Integration. Parce que selon nous, c'est vraiment un des endroits qui est primordial. C'est un des endroits où beaucoup de valeur peut être gagnée ou perdue. Et le succès de la transaction en dépend plus souvent qu'autrement. Pour poursuivre dans le même sens qu'Olivier, donc une fois que l'équipe interne, si on veut, était bien établie, que tous ont été consultés pour voir venir les enjeux en amont, there'll come the time to hire the external team. And as Olivier really expressed clearly, like I think our experience has been that these types of transactions, they will require substantially more planning, structuring, diligence even, and potentially involving outside counsel.
than straight M&A deals. And I think there are transactions where the coordination amongst advisors and the team in-house at the client is key. So we found that it's actually this sort of transaction where it makes a lot of sense to surround yourself with experts, whether it's a financial expert and consulting experts in some instances. And you'd see, for example, private equity firms that are looking to buy carve-out business sometimes reach out to consulting firms to help them get a more precise understanding of some operational issues for the reasons that Olivier explained, to plan for the integration post-closing and make sure that day one, the company, once it's carved out, or the business, once it's carved out, will be able to operate seamlessly without there being interruption in business. So I think from our standpoint as outside legal advisors, our preference is definitely to be as integrated as possible to the client's team. And we will make sure in a transaction such as this one, that we lean on specialists in certain areas that are likely to come of importance, whether it's benefit, pension, employment, real estate, and we'll get through a couple of the issues that may come up in those areas a bit later down in the presentation. So the first key step of a carve-out transaction is to identify the scope of the assets and related liabilities that are intended to be transferred to the buyer. Obviously, if you think about it at a high level, you may think that it's simple to just say, well, we'll transfer that business, all the asset that relates to X business, but the more you'll dig into it, the more potential complexities you'll identify. So again, the more you prepare to that process in advance, the easier the transaction and the most efficient the way you'll be able to complete the transaction. In our experience, especially for an auction process, when determining the scope of the transaction, it'll be a really good idea to prepare for different alternative in the scope of the transaction. So for example, if you identify certain assets that require specific regulatory approval, or for example, there's potential environmental liabilities relating to certain X assets, it might be a good idea to say, well, we'll have scenario A, which includes all the asset that relates to the business, scenario B, which excludes certain assets. And also, this will be very helpful down the road in the process in order to prepare and potentially having to modify the carve-out financials. A carve-out transaction can be structured as a share deal, an asset deal, or a combination of the two. Various considerations come into play when deciding how to structure the transaction, including tax structuring, required consent, required approvals, minimizing business disruption, etc. Arguably, the easiest way to structure a carve-out transaction is to do a share deal. Though, given the trends towards a high degree of business integration, it's really rare, if not impossible, to find a business unit that truly operates as a standalone business. For that reason, even if you proceed as a share deal, you'll typically have to face certain asset deal related issues. For example, most of the share deal most of the carve-out transactions that are completed by way of a share deal are preceded by a pre-closing reorg, in which you'll transfer certain of the asset that relates to the business that are not currently in the box that you intend to sell, or the opposite, there's certain assets in the box that you intend to sell that relates to other business units. Also, there's assets in the box that you intend to sell that are commingled with other business, such as customer agreements under which you provide multiple different services, and only one type of service relates to the business unit you're selling. So you'll have to decide how to manage those contracts, either to split them, enter into new contracts,
So we'll discuss this a little later in the presentation. So I'll pass it on to Olivier for. Merci Dominique. Donc, comme Dominique l'a mentionné, évidemment, un carve-out peut être fait selon, en vertu d'une convention d'achat d'actions, une convention d'achat d'actifs ou une combinaison des deux. Comme vous le savez, là, dans la mesure où vous êtes tous avocats, dans le cadre d'une convention d'achat d'actions, donc les actifs et le passif vont suivre la compagnie, tandis que dans le cadre d'une transaction d'achat d'actifs, on va devoir identifier les actifs qu'on veut transférer. Comme Dominique l'a mentionné également, on procède souvent par convention d'achat d'actifs. Et ce qui est important quand on bâtit la convention d'achat d'actifs, c'est d'établir le bon standard qu'on appelle le carve-out principle pour permettre d'identifier les actifs qui vont être transférés à l'acheteur et qui vont être vendus par le vendeur. Il y a 4 principaux standards qui peuvent être utilisés. Donc, c'est le standard de All of the assets used in the business, le standard de The assets primarily used in the business, le standard de The assets necessary for the business, et le standard de the assets exclusively used in the business. Donc, vous voyez, il y a comme une gradation partant de l'adjectif le plus fort jusqu'à l'adjectif le moins fort concernant l'univers des actifs qui vont être transférés à l'acheteur. En général, là, ce qu'on voit, ce qu'on peut dire qui est market, c'est d'utiliser un standard qui est à primarily. Mais par la suite, dans le fond, on va jouer un peu avec le standard selon l'identité ou selon, par exemple, l'empreinte géographique du vendeur. Évidemment, si c'est un private equity, en général, va vouloir obtenir probablement plus d'actifs parce qu'il n'est peut-être pas capable d'utiliser une plateforme existante pour intégrer l'unité d'affaires dont il se porte acquéreur. Tandis qu'un stratégique peut peut-être dire, moi, j'ai déjà des actifs qui ne sont pas occupés à pleine capacité, donc je suis intéressé à laisser certains actifs en arrière, pas payer et réduire la considération que je vais payer au vendeur en échange. Donc, c'est ce que je disais, comme je disais, les standards sont tous reliés à la définition de la business. Donc, définir la business va être clé. C'est important aussi de prendre en considération quand on fait ça que la définition de la business va passer à travers tous les articles du Purchase Agreement. Donc, vont se retrouver dans comment on définit les actifs, va se retrouver dans les représentations et garanties, va se retrouver aussi parfois dans des restrictive covenants, donc dans des non-compete, non-solicit. Donc, c'est important de s'attarder vraiment c'est quoi la ligne d'affaires qu'on achète, son empreinte géographique. Donc, un vendeur va vouloir essayer de s'assurer, limiter un petit peu la définition de business pour s'assurer que ce n'est pas trop encompassing, que ça ne va pas tomber dans les autres unités d'affaires qu'il opère, tandis que le vendeur, vous comprenez, va avoir des intérêts légèrement à l'opposé. Puis, dans notre expérience, ce qui est vraiment clé dans tout ce qui est le processus d'identification des actifs, c'est d'avoir une communication entre les gens d'opération et les aviseurs externes ou les avocats à l'interne, parce que c'est vraiment, vraiment eux qui vont être capables de nous dire, ben nous, on a besoin de ça pour fonctionner. On n'est pas capable d'avoir un business continuity si on n'est pas tel actif. Puis à l'inverse, de nous dire, ben, cet actif-là, c'est pas vraiment nécessaire, c'est pas clé, on peut l'avoir sous un TSC, c'est correct, on va être capable de se retourner rapidement pour l'avoir. Donc, il faut que ce soit un dialogue constant. Donc, ça fait des transactions qui impliquent beaucoup de personnes, mais en même temps, en tout cas, on va parler comme un point de vue d'aviseur externe. C'est vraiment intéressant pour nous parce que ça nous permet d'obtenir une connaissance vraiment intime de la ligne d'affaires dans laquelle les deux parties opèrent. Donc, le pendant des actifs dont vont être le passif, une convention d'achat d'actions va permettre aux parties d'être un petit peu plus créatifs concernant l'allocation des passifs. Évidemment, la meilleure protection contre un passif, c'est de ne pas qu'il ne soit pas transféré. Dans une convention d'achat d'actions, dans la mesure où on décide de ne pas le transférer, il ne devrait pas suivre, à moins que ce soit certaines exceptions qui sont créées par la loi. Là, on peut parler de certaines lois sur l'emploi ou l'environnement qui vont faire qu'un passif suivrait de toute façon. En général, ce qu'on voit, c'est vraiment un régime My Watch, Your Watch. Donc, le vendeur va rester responsable de tout ce qui s'est passé avant la vente et l'acheteur va prendre la responsabilité pour le futur. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. La meilleure protection, c'est vraiment de ne pas que le passif ne soit pas transféré. Évidemment, on peut avoir des indemnités contractuelles et tout ça, mais ça dépend vraiment de la solidité. Comme vous le savez, une indemnité va vraiment être dépendante de la solidité financière de votre contrepartie et de la durée du contrat. Le processus contractuel, c'est une des considérations qui est vraiment importante quand on va décider
premièrement, dans le timing d'exécution de la transaction, aussi pour décider de comment on va faire certains transferts. La majorité des contrats vont contenir des restrictions sur la cession, tandis que ce n'est pas tous les contrats qui vont contenir des clauses de restriction sur le changement de contrôle. Donc, c'est important de voir si on est capable de faire du legal engineering pour voir si on est capable de faire une réorganisation avant pour faciliter le processus. C'est important aussi d'être capable d'identifier rapidement ces trucs-là, parce que c'est un aspect que les vendeurs vont vouloir savoir rapidement, savoir s'il y a un risque qu'ils perdent un revenue stream une fois la transaction complétée. Un autre aspect important, c'est tout ce qui est permis et licences. Et il y a certaines lois dans lesquelles un changement de contrôle n'a pas d'impact sur le permis en tant que tel, tandis qu'il y a d'autres lois dans lesquelles il y a des emplois, dans lesquelles il y a des enjeux. Mais en général, un permis ne peut pas être transféré comme un actif. Donc, c'est important aussi d'identifier, surtout si c'est une industrie qui est très réglementée, le processus qui va devoir être suivi pour remplacer ces permis-là dans la mesure où ils ne seraient pas transférés. Puis c'est important aussi de se rappeler que ça peut être un deterrent pour, par exemple, un private equity qui va vouloir se porter acquéreur de la ligne d'affaires, mais qui va devoir, après ça, engager des ressources importantes pour appliquer pour obtenir des nouveaux permis. Puis il peut y avoir un problème aussi dans la business continuity, dans la mesure où il va être obligé de faire ça. Un autre exemple pour les permis, des fois, ce qui arrive, c'est que ça va être l'entité mère qui détient le permis. Et ce permis-là est pertinent pour plusieurs unités d'affaires et non seulement l'unité d'affaires qui est anticipée d'être transférée. Donc, là, l'acheteur va devoir initier son propre processus pour obtenir un permis équivalent pour lui permettre d'opérer la business from day one après la clôture. Deux autres clauses qui sont relativement importantes. Non, juste pour rajouter, juste sur les deux éléments de contrat et des permis, en fait, je pense que comme dans une transaction d'actifs classique, mais encore plus peut-être dans un carve-out, comme le disait Olivier, c'est un contexte où on peut essayer de structurer autour, mais il faut connaître ces enjeux-là tôt dans le processus. Par exemple, le permis, Dominique, c'est un exemple où on peut parfois enclencher un processus pour aller chercher un permis indépendant pour une filiale, de sorte qu'au moment de la transaction, au moins cet enjeu-là n'est pas, ne crée pas de délai. Et donc, je pense que c'est une couleur différente de ce type de transaction-là, c'est qu'au-delà de la fiscalité, il y a des considérations contractuelles, réglementaires qui font en sorte qu'ils vont avoir un impact sur la structure et ce qui devra être fait avant d'enclencher le processus de vente comme tel et de signer la convention. Et sauver du temps post-signing, si possible. Donc, deux autres points sur lesquels on voulait brièvement attirer votre attention, c'est une clause de non-assignable asset. C'est un feature assez important, une feature assez habituelle dans une convention d'achat d'actifs, mais pour lequel la clause peut avoir l'air un peu boilerplate quand on ne s'y attarde pas trop, mais c'est très important dans un carve-out dans la mesure où l'acheteur va être capable de pouvoir opérer la business immédiatement. Donc, c'est une clause qui prévoit que, advenant qu'un actif ne puisse pas être transféré pour une raison X ou Y, le vendeur s'engage à rendre le bénéfice de l'actif disponible à l'acheteur. Évidemment, vous pouvez comprendre qu'il y a des permutations au temps de durée, à comment on va le rendre disponible et tout ça. Donc, c'est important de s'attarder un petit peu plus qu'à l'habitude sur cette clause-là dans le contexte d'un carve-out. La dernière clause qui est aussi très importante, c'est ce qu'on appelle une wrong pocket clause. C'est que ça permet à l'acheteur et au vendeur de se rendre compte que s'il y avait un actif qui n'a pas été transféré ou qui a été transféré par erreur, de faire que l'actif va remonter ou descendre selon le cas. De ce qu'on a vu, nous, ça évite beaucoup de problèmes. Les gens, à la place de faire une réclamation en vertu d'indemnité dans le contrat, vont simplement, comme si vous voulez prendre un recours en exécution dans la nature, mais sans prendre un recours, vont juste transférer l'actif en tant que tel, puis ça va mettre fin à l'enjeu entre les parties. Et c'est la même chose dans une certaine mesure pour l'allocation des passifs, des liabilities. Et donc, je pense en termes de remèdes, souvent, lorsqu'il manque un actif, ce qui est souhaitable, c'est de récupérer l'actif davantage que d'être compensé en cash dans un contexte où il y a un joueur qui veut se départir d'une unité d'affaires, puis l'autre qui va avoir une opération stand-alone. Donc, ça s'avère, comme disait Oli, une bonne avenue de remède dans ces circonstances-là, je pense. Plus pratique. Voulais-tu dire un mot sur Sufficiency of Assets ou je peux... tu peux y aller.
Ben, en fait, on avait juste noté aussi sufficiency of assets puisqu'on ne rentrera pas dans les détails de la convention d'achat ligne par ligne parce qu'on vous garderait en ligne pour plusieurs heures, mais c'est évident que dans le cadre d'un carve-out transaction, cette représentation-là, qui est toujours quand même étudiée là, dans toutes les transactions, mais va prendre quand même une bonne importance. Je pense que c'est du côté du vendeur, c'est presque impensable de ne pas l'offrir, cette déclaration-là, pour rassurer son acheteur à l'effet que la combinaison des actifs transférés et des services mis en place de façon transitoire seront suffisantes pour permettre une continuité d'affaires. Et du côté de l'acheteur, bien évidemment, les nuances sont nombreuses sur le niveau de confort et également, comme on parlait de wrong pocket clause, quel sera le remède dans l'éventualité où il y avait justement soit un service ou un actif qui n'avait pas été rendu disponible mais qui finalement s'avérait être nécessaire. Yeah, on the next topic we wanted to touch upon is carve-out financial statements. So obviously we're not accountants, but in our experience, I think it's fair to say that the preparation of carve-out financial is quite an exercise, and actually it's much more significant in terms of amount of work and time often than what you would need to prepare financial statements on the consolidated basis, and that for a couple of key reasons those key reasons will have implications throughout the agreement and the negotiation. So first reason is obviously this business unit has probably never been operated on an independent standalone basis. So when you're trying to project what it would look like on a standalone basis, there's a number of judgment calls, estimates that one needs to make in terms of the costs and the charges that would result as between the two units. So that requires a lot of work, both internally in the seller's organization to figure out how you allocate costs within your organization, but also sometimes even some benchmarking to make sure that what you propose as an estimate is making sense in an arm's length context. The other piece that makes this difficult is oftentimes a carved out business unit may not be material enough in the business of the seller to actually have things rise to the level of disclosure in the consolidated financial statements. So although there might be internal controls and processes to be very granular on the financial position of the business unit, you might have to dive even deeper, and that requires time and the implication of a lot of people within the company. In our experience, more often than not, audited financial statements will be required at one point or another. As Dominique pointed out, it's been the case in a couple of deals that we've done where the scope of the deal has changed. So it was important to be really for the seller to be able to pivot quite quickly to update the carve-out statements, but also oftentimes the quality of control or vendor diligence financial report that's delivered with those statements. But ultimately, the ability to deliver audited statements will make a big difference in terms of obviously how comfortable the buyer will feel, but oftentimes it's also a requirement given the financing that the buyer will need to secure. And if the buyer, for example, is a public company, its own public company disclosure requirements that will require that these results of the business units be integrated going forward. So I think it's if the audited statements are not ready at the outset, I think it'd be our recommendation to have a path to get them audited, because otherwise what we've seen both in deals that we've been involved with, but also in precedent transactions that we've studied in working on certain carve-out deals recently, you'll end up with either financial statements, the audit being a condition of closing, which is, may have different consequences, and even sometimes being the basis for a potential purchase price adjustment. So to be kept in mind as you're planning for carve-out. On the screen, if you do see our slide, what we've highlighted is also the fact that one of the key representations, obviously in any
M&A transaction being the representation on financial statements. In this particular case, in the carve-out transactions, you'll end up negotiating oftentimes very specific caveats to that representation. So we've highlighted the typical one. So the first one is basically a qualification at the end of the rep where you say, well, although it's a fair representation of the business, keep in mind this has never been operated on a standalone subject to corporate allocation, that these corporate allocation may not in the end represent the actual arm's length cost or charges that you would have in place between two non-related parties, and that they're based on estimates. These are also qualifications that we have seen in cases where carve-out transactions were insured with rep and warranty insurance. These have been the types of qualifications that the insurers will ask be included or deemed included for purposes of coverage of that specific rep. So those are those are to be kept in mind as both you're preparing your financial statements and as a buyer, as you're trying to get comfortable with the picture that is painted through the statements. Another issue related to financial statements that you would have anticipated, I'm sure, is how do you figure out what's the peg for net working capital adjustment, given that there's often no historical record in terms of having looked at this business on a standalone basis. So that is also something that will require a lot of preparation, and I think the QAV reports, the vendor diligence reports that tend to be I mean, I think it's the norm in any auction process to have those these days. I think that will be very helpful, both on the sell side and on the buy side, to be able to see where the issues, the potential disagreements may arise and find a way to bridge those differences. Donc, les trois prochains sujets, c'est des sujets qu'on voulait aborder avec vous parce que c'est des sujets avec lesquels nous, les avocats, on peut rajouter de la valeur ou quoi dans le cadre de l'exécution d'un carve-out. Le premier, c'est tout ce qui est rapport aux arrangements intercompagnies. On pense qu'on peut penser dans la mesure où une entreprise est verticalement intégrée, l'entreprise peut avoir une certaine division qui va faire certains morceaux qui vont être utilisés dans la ligne d'affaires qui est à être vendue dans le cadre du carve-out. Donc, c'est important de voir comment est-ce que cette relation-là va pouvoir perdurer une fois la transaction effectuée et si elle va perdurer dans le temps. Donc, ça peut être aussi une bonne occasion pour le vendeur de trouver un nouveau stream d'income dans la mesure où il va pouvoir conclure une transaction avec le vendeur pour continuer l'approvisionnement de certains services ou certains produits. Les autres arrangements intercompagnies qui sont importants de regarder, c'est tout ce qui pourrait être fait sur des contrats ombrelles. On peut penser à des contrats de procurement, on peut penser à des contrats d'assurance, on peut penser à des contrats pour tout ce qui est hedging, services financiers. Donc, c'est de comprendre, particulièrement quand on est du côté de l'acheteur, de comprendre quels sont ces contrats-là, comment on va pouvoir les répliquer pour s'assurer qu'une fois la transaction complétée, on va être capable de pouvoir continuer la poursuite des affaires sans qu'il y ait trop de dérangements. Autre point dont on voulait traiter, c'est tout ce qui est rapport au support financier. Ça arrive souvent dans des grandes entreprises que, par exemple, la dette va se trouver au niveau de la société mère. La société mère va se servir de ses facilités de crédit pour émettre, par exemple, des lettres de crédit ou des garanties de performance. Donc, c'est important d'identifier ces items-là qui vont devoir évidemment être remplacés à la clôture. Parce qu'à défaut de le faire, ça peut entraîner des défauts en vertu des contrats qui vont être transférés, puis ça peut avoir des conséquences très importantes pour l'acheteur. Le dernier sujet pour cette section-là, il n'y a pas vraiment de bon terme en français. Là, je pense comme legal contract, ce serait contrat entremêlé. C'est vraiment des contrats qui sont... c'est vraiment des contrats, par exemple, qui sont entremêlés, mais à travers lesquels on va devoir trouver une manière de faire passer le bénéfice à l'acheteur. Donc, il y a des manières créatives de le faire. Ça peut être à travers un contrat un sous-contrat, ça peut être à travers une sous-licence, ça peut être à travers un contrat de service. Donc, c'est important d'identifier ces contrats-là rapidement pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir en donner le bénéfice au vendeur et si c'est possible d'en donner le bénéfice au vendeur. Parce que certains contrats, comme par exemple les assurances, il n'y a pas grand-chose à faire dans la mesure où, à partir du moment où l'entité d'affaires est sortie du groupe, elle peut assurable en vertu de la police.
Juste en termes pour les commingled contracts, un autre bon exemple, c'est en fait, comme je disais tantôt, là, si on a plusieurs services donnés en vertu d'un contrat, puis c'est juste une des annexes qu'on veut céder, ben là, il va falloir, si on garde le même contrat en place, puis qu'on veut le partager, disons, pour une certaine période de temps, ben, il va falloir établir c'est quoi les droits des parties en termes de renouvellement de ce contrat-là, d'amendement de ce contrat-là ou de terminaison de ce contrat-là. Donc, toutes les parties vont devoir réfléchir à tous ces enjeux potentiels-là. Maintenant, un autre area d'enjeu qu'on fait souvent face, c'est d'un point de vue immobilier, tous les espaces dans lesquels l'unité d'affaires qu'on veut vendre opère, que ce soit des espaces de bureau ou une partie d'une usine. Va falloir réfléchir à comment on peut soit partager ces actifs-là suivant la clôture ou soit vendre une partie des actifs à l'acheteur. Dans le cas où on fait face que le vendeur a un bail, disons, pour l'ensemble de son usine, souvent ce qu'on va faire, c'est un sous-bail pour une portion de l'usine. L'un des enjeux potentiels par rapport à ça, ça va être de déterminer quels sont les lieux spécifiques qui vont être attribués à l'acheteur pour la business, pour la carved-out business post-closing. Quels seront les lieux communs, quelles règles de sécurité on va devoir mettre en place, est-ce qu'on va devoir séparer des lieux, construire des murs, des divisions, qui va assumer les coûts par rapport à ça. Donc, c'est tous des enjeux qu'on va devoir réfléchir. Dans le cas où le vendeur est propriétaire de son usine, disons, on peut faire, il y a deux solutions principales, soit qu'on fait un bail qui entraîne les mêmes enjeux que je viens de discuter, ou on essaie de faire un transfert partiel de l'immeuble, ce qui est poussé tant du côté du vendeur que du côté de l'acheteur. Évidemment, pour la propriété intellectuelle qui est spécifique à l'unité d'affaires qu'on vend, ça, c'est pas nécessairement complexe parce qu'on va simplement vendre la propriété intellectuelle, mais ce qui est complexe, c'est lorsque la propriété intellectuelle comme telle est utilisée pour une multitude d'unités d'affaires. Et c'est là qu'on va devoir faire des licences. Évidemment, ce genre de licence-là peut être très bien quand on a un vendeur et un acheteur motivés à partager l'utilisation de cette propriété intellectuelle-là post-clôture, mais dans une circonstance où, dans le futur, le vendeur, dans une transaction subséquente, vend la propriété intellectuelle, bien, notre acheteur peut se retrouver dans une situation où il y a des droits d'utilisation en vertu de sa licence de cette propriété intellectuelle, mais sa contrepartie a changé et peut faire face à des problèmes. Dominique, si je peux me permettre, je pense que l'IP, c'est toujours un domaine sur lequel on va porter l'attention dans le cadre d'une transaction d'M&A, mais dans les carve-out transactions, quand c'est un actif qui est pertinent, évidemment, je pense que ça prend un autre niveau d'importance. Puis encore une fois, c'est une illustration de quel point la coordination entre les équipes légales, M&A, opérationnelles est importante parce que les mots sur la page peuvent dire une chose, mais il faut vraiment comprendre quel est j'appellerais le field of use, là, quel est l'étendue de l'usage qui peut être fait d'une certaines propriétés intellectuelles versus dans le cadre d'une opération, quelle est aussi quand on parle de propriété intellectuelle, il y a question de know-how, quelle est la propriété intellectuelle qui est partagée. Souvent, il y a des systèmes qui sont bâtis sur d'autres, donc c'est pas des questions pour lesquelles nous on peut juste rédiger sans avoir d'input de l'équipe opérationnelle de la compagnie. Donc, c'est une autre illustration, je pense, de l'importance de la coordination à travers l'équipe. Au niveau emploi et bénéfices, l'élément principal en début de dossier va être d'identifier quelle est la population d'employés qu'on va vouloir transférer pour les fins d'opérer la carved-out business. Au minimum, l'objectif de l'acheteur, ça va être d'obtenir la population d'employés qui est clé ou qui est nécessaire à l'opération de la business from day one suivant la clôture. Évidemment, l'aspect qui est un petit peu difficile parfois, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui peuvent être clés, mais qui, évidemment, n'ont pas des fonctions exclusives à l'unité d'affaires qu'on vend. Donc, d'un côté, le vendeur va vouloir
garder ces employés-là. L'acheteur, dépendamment de son identité, si on parle par exemple d'un financier, c'est sûr que lui va être plus motivé à avoir ces employés-là parce qu'il n'y a peut-être pas la population, lui, ou les employés clés de son côté pour pouvoir pallier à ça. D'un autre côté, si on fait affaire avec un strategic, ben lui, il va peut-être dire, ben, moi, je veux le moins d'employés possible parce que si la population d'employés qui transfèrent est trop grande, ça peut peut-être créer beaucoup de redondance dans son organisation, donc va vouloir en avoir le moins possible. Donc, il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'il va devoir y avoir des licenciements, etc., des severance à payer? Comment on va partager ça? D'autres éléments d'emploi où on a fait face qui a amené certains défis, c'est lorsqu'on fait, par exemple, un carve-out qui implique le transfert d'une portion d'une usine dans laquelle il y avait un syndicat avec une convention collective. Donc là, normalement, il faut faire comme un split de la convention collective et l'acheteur va devoir avoir une nouvelle accréditation syndicale pour sa nouvelle unité, pour son nouveau groupe d'employés syndiqués dans l'usine. Et dans le même exemple, l'un des défis, c'est qu'il va falloir faire des divisions ou bien identifier les lieux que tel employé travaille pour tel employeur pour éviter le plus possible les risques d'osmose entre les employeurs qui, en fait, est le risque qu'un employé poursuive le mauvais employeur parce que dans le fond, les deux sont comme il reçoit, c'est comme s'il recevait les directions ou il y avait deux employeurs essentiellement, donc il faut éviter ces risques-là que la mauvaise personne se fasse poursuivre dans le cas d'un claim. Donc, le dernier sujet dont on va parler aujourd'hui, le dernier sujet, on va en parler rapidement, là, exactement ce qu'on dit de ne pas faire quand on traite de ce sujet-là, c'est tout ce qui a rapport au service de transition. Donc, le TSA, comme on l'appelle souvent, c'est vraiment la pièce maîtresse pour assurer le Day One Readiness, pour s'assurer que les employés vont quitter la ligne d'affaires le vendredi et le lundi, lorsque la transaction va être annoncée, vont pouvoir reprendre le travail comme si de rien n'était arrivé. Évidemment, le scope de ce qui va être couvert dans un TSA va dépendre beaucoup de l'identité de l'acheteur, comme vous pouvez vous en douter. Le type de fonction qu'on voit souvent couverte par un TSA, ça va être tout ce qui a rapport avec l'infrastructure juridique, ça peut avoir rapport avec le service des finances, avec les services légaux, la comptabilité, tout ce qui a rapport avec la migration de données aussi. Et chacun de ces items-là a des enjeux particuliers, comme par exemple, on a eu à se poser des questions à savoir, dans la mesure où la fonction légale reste chez le vendeur, comment le privilège va être partagé entre le vendeur et l'acheteur. Donc, c'est important de s'attarder à ça de manière relativement importante parce que ça peut avoir des conséquences majeures. Souvent dans une convention d'achat actif, le TSA va être inclus dans la définition des documents ancillaires, ancillary documents, mais pour nous, c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment l'endroit où on a vu, par ailleurs, les consultants avoir le plus de... Un des endroits dans lesquels on a vu les consultants avoir le plus de valeur. Donc, c'est eux qui vont souvent faire un deep dive, vont aller avec les gens d'opération, ils vont comprendre c'est quoi les besoins de la compagnie dans le futur, vont comprendre aussi pendant combien de temps est-ce qu'il faut qu'on reste avec le vendeur, comprendre est-ce qu'on va être capable de raccourcir la durée du TSA, est-ce qu'on va être capable de le rallonger, pricer évidemment les services qui vont être donnés, mais par la suite, c'est toute une question de négociation. Et les vendeurs sont souvent réticents à avoir des TSA qui sont très longs et aussi à s'engager à des standards de performance qui sont très élevés, parce que la raison pour ça, c'est que ces gens-là ne sont pas dans la business de donner des services de transition. Donc, ils réalisent aussi souvent que le but du carve-out, comme on disait, c'était parfois de partir d'un actif qui était soit sous-performant ou qui n'était pas core, mais ça implique quand même de donner des services de transition pendant une certaine période de temps, donc de continuer à allouer des ressources à cette entité-là qui a fait l'objet du carve-out à cause qu'on considérait que c'était pas core ou qui était sous-performant. Le point pratique, je pense, le plus important concernant le TSA, c'est que selon nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment préférable d'avoir le TSA au long, joint à la convention que vous allez signer au moment de la signature. Il y a beaucoup d'avantages, on croit avoir ça. Ça empêche le retrading pendant une période intérimaire. Ça permet aux parties de bien définir c'est quoi leur rêve. Ça empêche de revenir pendant la période intérimaire de dire commercialement raisonnable, pour nous, ça voulait dire ça, pour le vendeur, ça voulait dire ça.
Dans la mesure où, par exemple, si on est trop pressé par le temps, on n'est vraiment pas capable d'avoir une entente au long, on peut vivre avec un term sheet, mais on croit que le term sheet devrait être vraiment, vraiment le plus détaillé possible pour éviter les disputes pendant la période intérimaire et surtout s'assurer que les deux parties ont vraiment le bénéfice de ça pourquoi ils ont négocié. Donc, c'est pas seulement juste pour éviter les disputes, c'est aussi pour s'assurer que l'entente d'affaires est bien reflétée dans les conventions. Je pense que une bonne comparaison, c'est qu'étant donné que les services de transition dans un carve-out vont souvent être beaucoup plus longs et requérir beaucoup plus de services et d'interplay entre tous les groupes opérationnels, je pense que la bonne comparaison, ce serait de dire, dans une transaction d'M&A où notre client achèterait 40% d'une business pour créer un JV, ben, l'idée, c'est qu'on ne signerait jamais la convention d'achat sans avoir les ententes de gouvernance complètes en annexe. Donc, c'est un peu le même principe. Dans le cas d'un carve-out, surtout pour un acheteur, les services de transition vont souvent être fondamentaux. Donc, ça devrait être considéré aussi important que l'exemple que je viens de donner. Puis, il y en va de la valorisation à la fin aussi, puisque ça fait partie du coût d'achat, si on veut, pour avoir cette stand-alone business-là qui soit viable et qui puisse générer justement les résultats escomptés. On s'arrêterait ici, je pense. On aurait encore plusieurs choses à dire sur les carve-out transactions. Ce sont des transactions qui, comme je pense qu'on l'a illustré, demandent beaucoup de préparation, mais qui sont aussi, je pense, des occasions de créer beaucoup de valeur en travaillant en étroite collaboration à travers les différentes fonctions de la compagnie qui vend ou qui achète, ou de l'entité qui vend ou qui achète, et également avec les aviseurs externes, qu'ils soient légaux, financiers ou opérationnels. Alors, sur ce, je pense qu'on va vous remercier encore de nous avoir attendu quelques minutes au début, de vous être présentés et de nous avoir permis de partager ces quelques lessons learned. Merci encore et encore une fois, au plaisir de se revoir très bientôt en personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.